Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouveau processeur, le i7 10700K. Oui, c'est un processeur qui date un petit peu, donc c'est une review que vous aurez déjà pu voir avant. Je vais essayer de m'attarder un peu plus sur la partie multitâche plutôt que la partie gaming et je vous explique tout ça après l'intro. C'est parti! Voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur le 10700K, un processeur de chez Intel qui est sorti déjà maintenant il y a un petit moment, ça va faire quasiment 2 ans qu'il est sorti. C'est un processeur qu'on va retrouver dans notre période à nous autour de 300 € assez fréquemment. Celui-là, il m'a même coûté un peu moins, 260 €, j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà, c'était plutôt un bon coup, on va dire, pour ce prix-là. Et du coup, cette vidéo, vu qu'il y a déjà plein de gens qui ont présenté ce processeur, sur quoi on va s'attarder? Mon ancien processeur était un Ryzen 5 3600, donc en gros, le concurrent du i5 de la même génération, quoi, puisqu'on est ici sur la 3e génération de Ryzen qui était faite pour concurrencer la 10e génération de chez Intel. Elles se valent à peu près normalement sur le papier comme architecture. Le but de cette vidéo, ça va être de voir la différence entre un 8 coeurs 16 threads et un 6 coeurs 12 threads. Pour quelles utilisations, par exemple, on pourrait voir vraiment la différence. Comme je vous ai dit, moi je vais vraiment me consacrer au multitâche parce que c'est vraiment la raison de mon changement. Pour le gaming, j'ai clairement pas une carte assez grosse pour voir la différence. Une RTX 2060, ça va pas suffire à voir une grosse différence entre les deux. Même si en monocœur, le i7 il le casse en deux, le Ryzen, tu vois. On va parler un petit peu de toutes ces performances en multitâche, de mon ressenti, un petit peu de la chauffe pour voir un petit peu comment ça se comporte aussi. C'est de comparer à fréquence égale sur le même nombre de cœurs, comparer la performance que dégage le processeur en termes de score et la puissance que va consommer le processeur en termes d'électricité. Comme ça on va pouvoir voir laquelle est la plus efficace et laquelle est tout simplement la meilleure entre les deux. Grosso modo, on finira en conclusion avec ce que j'ai pensé de mon changement, est-ce que j'ai des préférences du passage AMD à Intel ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors sur le papier, du coup, comme je vous ai dit, le i7 10700K, qu'est-ce qu'il nous donne? On est ici sur un 8 coeurs 16 threads, donc ces 8 coeurs ils tournent à 3,8 GHz en fréquence de base et en boost on peut monter jusqu'à 4,7 GHz sur tous les cœurs, donc c'est plutôt pas mal. On va avoir des technologies comme le boost avancé de chez Intel qui va permettre à 2 cœurs de monter jusqu'à 5,1 GHz, il me semble, s'il le juge capable. Mon ancien processeur, on était ici sur le Ryzen 5 3600 qui tournait lui de base à 3,6 GHz et qui montait en boost jusqu'à 4,2 dans la théorie, étant donné que le mien n'a jamais été capable d'atteindre cette fréquence. Je ne comprends pas vraiment. Donc voilà, deux processeurs qui sont chacun des monstres dans leur gamme. La faculté de mon i7, c'est qu'il a une puce graphique contrairement au AMD. Comme vous le savez, dans les nouvelles boîtes Intel, à partir du moment où le processeur est overclockable, il n'y a plus de ventilate fournie, donc ça c'est un peu dommage. Après, j'ai envie de dire que si on veut des crêpes, on va en Bretagne, on n'a pas besoin d'aller chez Intel. Autant se passer des gadgets inutiles, sinon ils pouvaient mettre un porte-clés, c'était tout aussi bien. Donc du coup, je vais vous donner le protocole de test pour l'architecture, voir laquelle des deux architectures était la mieux optimisée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chacun les processeurs sur leur plateforme. Les deux plateformes, vous les retrouvez dans la description, comme ça vous aurez une bonne idée de ce que c'est. Et puis les deux, je les ai calés à 4 GHz tout pile. Voilà, j'ai bridé les 6 coeurs 12 threads du Ryzen 5 à 4 GHz. Du coup, j'ai bridé le i7 à 6 coeurs 12 threads également. Et puis je l'ai bridé à 4 GHz aussi. Qu'est-ce que ça a fait tout ça? Ça va nous permettre de les comparer à base égale à peu près. J'ai à peu près parce que techniquement le cache c'est pas le même. Et puis l'ingénierie à l'intérieur, la façon dont a été gravé les circuits dedans n'est pas la même, donc ça va permettre de voir les différentes architectures de Intel et d'AMD. Je les ai toutes les deux bridées à 100 watts de consommation dans le BIOS, comme ça donnait une petite idée de ce que ça pouvait donner. Et puis je les ai envoyés sur Cinebench R20 pour voir la différence. J'ai fait que ce test là, j'ai pas fait tous les autres tests parce que sur le coup j'ai pas pensé à faire tous les autres tests, je vais être honnête avec vous. Pour ces deux processeurs, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des scores? Et bah étonnamment, je m'attendais pas à ce que l'architecture AMD domine autant. On est ici quand même sur une belle différence de score. On a 3000 points seulement pour le i7, enfin un peu plus de 3000 points pour le i7. Et puis par contre on arrive autour de 3500-3600 points pour le AMD. Ça fait quand même une belle différence. Et en plus de ça, je me suis dit peut-être qu'Intel est meilleur en consommation. Bah pas du tout, parce que là on se retrouve avec un processeur qui montait jusqu'à 105 watts pour le i7
alors qu'il était bridé. Et puis on se retrouvait également ici sur un processeur qui consomme 88 watts au maximum, donc ça fait quand même une belle différence. Il y en a, ils vont me dire c'est normal, t'as overclocké, t'étais pas au même voltage. Alors ça, je suis totalement d'accord là-dessus, mais je pensais que le processeur allait réguler un petit peu quand même pour arriver à peu près au même truc. Peut-être qu'effectivement ça a joué sur la consommation. Je vous ai plus mis ces données pour avoir une petite idée de ce que j'ai relevé, mais il faudra pas en tenir compte parce que c'est pas très précis ici. Et du coup, pour tester tout le reste des performances entre les deux, j'ai lancé pas mal de tests processeurs. Donc on a Cinebench R20, Cinebench R15, on a 3D Mark, comme ça donne une petite idée quand même de ce qui vaut en jeu parce que j'ai essayé aucun autre jeu après avec. Et puis voilà, on va avoir Geekbench et encore un ou deux autres trucs, je crois. Donc ça va vous donner des scores en performance, tout ça. Donc ça, c'est tout ce qui est au niveau des logiciels. Le processeur a été stock et puis on parlera de l'overclocking un petit peu après. J'ai placé ce petit i7 sur une Z590 Gaming Force de chez MSI. Vous avez l'habitude, cette magnifique carte mère, vous commencez à la connaître. Personnellement, j'en suis très fier. Et puis je l'ai mis sous un water cooling 360 mm de chez Fractal. C'est le Fractal Celsius S plus 36, non, plus S36, je crois que c'est mieux dans ce sens-là, dynamique. Voilà, vous savez à peu près tout. 16 Go de RAM en 3000 MHz, casse 16 de chez Corsair. Et puis c'était parti pour les tests. Donc voilà, je vous propose de regarder un petit peu les scores et puis on fait le bilan juste après. Donc voilà, comme vous l'avez vu, le i7 a quand même un net avantage dans la plupart des tâches. Si on fait le bilan global des performances, on se retrouve à environ 24% de performance en plus avec le i7. Donc ça fait pas une différence forcément énorme, mais ça fait quand même déjà une belle différence, je trouve. Au niveau de la consommation, qu'est-ce que j'ai pu relever en faisant tous ces tests? Le maximum qu'il atteint, c'était environ 150 watts. Mais par contre, je sais très bien, bon ça va, je vous mettrai des données à l'écran, mais je sais très bien que si on le met sur Prime 95, il monte très facilement à 220 watts sans trop de problème. Et forcément, 220 watts, ça commence à faire beaucoup quand on compare que le Ryzen juste ici, il en consomme que 110 sur Prime 95, les mêmes tests et tout. On va dire que certes, on gagne pas mal de puissance, mais on double la consommation, donc c'est pas forcément le meilleur rendement à avoir dans l'histoire. Et imaginons qu'on a envie de tirer un peu plus de puissance avec ce petit i7. Non, parce que on achète un Intel overclockable, on aimerait bien quand même un petit peu lui taper dedans, quoi, voir de quoi il est capable. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai overclocké à 4,9 GHz, c'est un tout petit overclocking. Ça fait à peine 200 MHz par rapport au boost, hein, ça vous devez vous en douter. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, il est monté à 4,9 GHz pour 1,23 volts. Ça permet déjà de tenir. Je l'ai pas monté à 5 GHz parce qu'il consomme tout de suite beaucoup plus, il chauffe beaucoup plus et c'est pas forcément intéressant. À cette fréquence, à combien on arrive à le tenir? Donc, avec le Fractal Design 360 mm au maximum de ses performances, on arrive à le tenir à peu près à 83-84 degrés. Donc, ça reste quand même pas trop dégueu étant donné que stock il tourne déjà à 80. Voilà, si on devait comparer sur Prime 95. Et est-ce que cet overclocking vaut vraiment le coup? Alors du coup, je vous propose de vous remettre les mêmes graphiques que juste avant, mais cette fois on va rajouter le i7 overclocké, puis on verra un petit peu ce que ça rajoute après. On se retrouve juste après ces petits graphiques. Comme vous l'avez vu sur ces graphiques, overclocker un petit peu son processeur, c'est pas du tout rentable. Personnellement, là où je m'attendais à le gagner le plus, c'était sur les rendus Premiere Pro, que je vous ai mis en seconde. Et entre le i7 non overclocké et le i7 overclocké, on gagnait seulement 10 secondes. C'est vraiment nul, 10 secondes sur... On est ici sur 19 minutes d'exportation, on gagne 10 secondes. Donc je l'ai enlevé, je l'ai remis à stock parce qu'on gagne que dalle. Peut-être que si on le monte à 5,1 GHz sur tous les cœurs, on pourrait gagner un peu plus. Mais bon, si c'est pour gagner 20 secondes, c'est même pas
pas la peine que je tente le truc, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pas intéressant. Par contre, au niveau du reste, on gagne non plus rien du tout. Au niveau du gaming, j'ai même pas eu l'impression de gagner des FPS, mais bon, ça, comme je vous ai dit, comme j'ai pas une carte monstrueuse, forcément, on va pas voir beaucoup la différence. Honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'overclocker son processeur? Je dirais que c'est surtout une question d'ego, plutôt qu'une question de performance. Et puis bon, même si on n'a pas des excellentes puces ici, parce que là, ma puce, elle vient de chez Amazon, c'est pas une puce qui a été triée pour ses performances, tout ça. Donc forcément, faut avoir ou énormément de chance. Donc personnellement, je trouve que l'overclocking, même si ça fait plaisir de se dire qu'on peut vraiment le faire, c'est pas forcément super intéressant pour autant. Par contre, on peut undervolter, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, alors du coup, on a fait un petit peu le tour des performances. Le bilan de tout ça, qu'est-ce que vous avez pu remarquer? C'est que Intel consomme nettement plus que AMD, mais ça vous aviez compris. Par contre, ça chauffe techniquement moins parce que à consommation égale, ça chauffe énormément moins chez Intel, tout simplement parce que les cœurs sont exactement placés au centre de la puce, alors que chez AMD ils sont un peu étalés de partout, il y a un peu plus de mal. Donc voilà, c'est une chaleur un peu mieux contrôlée chez Intel, on va dire. Mais bon, ça faudra en reparler avec la 12e génération qui vient de sortir. On a déjà vu qu'il y avait des petits problèmes sur les water cooling. Bref, à voir comment ça se fait gérer après. Sinon, honnêtement, est-ce que la différence est énorme? Comme je vous ai dit, pour tous les gamers qui se disent qu'un i7 c'est forcément mieux qu'un i5, là vous avez bien vu la différence. Alors oui, on n'est pas passé d'un i7 à un i5, on est passé d'un Ryzen 5 à un i7. Ça fait même encore une plus grosse différence techniquement, hein, on gagne vraiment rien en gaming, et en applicatif c'est discutable suivant ce que vous faites. Comme vous voyez sur Premiere Pro, Ryzen 5 il mettait 26 minutes pour exporter cette vidéo, alors que le i7 il ne mettait que 19 minutes, donc ça fait quand même 7 minutes de gagner, c'est pas négligeable. Voilà, donc ça faut vous dire que je fais ça quasiment toutes les semaines, donc forcément toutes les semaines je gagne 10 minutes, un quart d'heure, par-ci par-là, et forcément je gagne énormément de temps. Ça me permet de tenter plus de trucs, ça me permet de recommencer d'autres vidéos que j'aurais pu louper ou des trucs comme ça, et voilà, c'est juste super cool. Sinon au niveau des systèmes en soi, si je devais opposer les deux, je dirais qu'Intel gère un peu mieux ses fréquences, il a moins tendance à booster pour rien sur le bureau, on sent que les fréquences sont maîtrisées, et au démarrage c'est toujours plus rapide qu'un AMD. Je sais pas pourquoi, tous mes processeurs Intel démarrent beaucoup plus vite qu'un AMD. C'est un truc que je reprochais un petit peu à AMD, même si après on s'habitue, hein. Et franchement, Intel ça démarre en 10 secondes quoi, à peu près. Et je sais pas pourquoi, AMD c'est toujours un peu plus long à démarrer. Je trouve que les BIOS Intel sont un peu mieux fournis que les BIOS AMD. Alors ça c'est peut-être parce que j'ai pas forcément l'habitude de l'explorer. Et avec ces i7 et mes problèmes de water cooling, j'ai été amené à les explorer en long, en large et en travers. Donc forcément, je me suis un peu plus fié à ça. Mais je sais pas, je trouve que je suis un peu mieux en confiance avec les BIOS Intel. Il y en a qui vont préférer les BIOS AMD, il y en a qui vont préférer les BIOS Intel. Personnellement, ça va être les BIOS Intel. Est-ce que ça veut dire que pour autant le Ryzen 5 est complètement nul? Ce Ryzen 5 il m'a fait 2 ans et franchement, il est juste top. Voilà, moi personnellement, j'ai rien à lui reprocher. À part que peut-être pour mon usage il n'était pas assez gros, mais forcément ça dépend beaucoup de l'usage que vous en avez. Personnellement je trouve que ces Ryzen 5 ont quand même la faculté d'être des sacrés 4x4, parce qu'en montage vidéo ils sont à l'aise, en jeu ils sont à l'aise, en effets spéciaux ils sont à l'aise. Bon après ça dépend ce que vous faites, si vous générez de l'eau ça va pas le faire du tout, mais voilà, en gros c'est des processeurs qui sont vraiment passe-partout, ils vous permettront de tout faire, vraiment tout, et ça c'est plutôt bien, surtout qu'avant on avait des prix plutôt contenus. Moi je l'achetais à 180 € quoi. Aujourd'hui un Ryzen 5 ça vous coûte quasiment 300 €. Alors oui forcément les performances ont augmenté, mais moi je me rappelle surtout qu'un Ryzen 5 à l'époque ça coûtait 200 € et pas 300, et ça c'est juste dommage. Du coup à ce prix là on retrouve que des i5 qui sont aussi bien on va dire que ces Ryzen 5, mais bon les cartes mères coûtent quand même cher, donc c'est discutable. Voilà, bref, pour la conclusion, est-ce que je suis content d'avoir changé de processeur? Oui, je suis plutôt heureux de mon i7. Personnellement je ne vois même pas la raison de pourquoi je pourrais changer. Alors j'aime bien tester les nouveautés, mais concrètement changer de processeur à 400-500 € juste pour tester la nouveauté, ça fait un peu mal aux fesses, hein, on va pas se mentir non plus. Je suis content, je m'attendais pas à ce que ça consomme autant et que ça chauffe autant quand même, parce que j'ai eu des petits problèmes, mais une fois qu'on a les refroidissements adéquats, on s'en rend plus vraiment compte. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette petite présentation du i7 10700K vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait, puis sur ce on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo à 14 h. Bye les gens.